Bonsoir, Patrick. Salut, Randall. Comment tu vas? Très bien, toi-même? Ça va super bien. Fait que pour les gens qui sont à la maison, sachez que c'est le premier Instagram Live de Patrick. Fait que là, on brise des choses. We're breaking records today. Patrick, je sais, j'ai tellement de choses à te dire. D'ailleurs, on va commencer par ça, OK? Je l'ai dit sur les ondes de ton émission, mais je suis content que tu aies choisi de venir ici parce que ici, c'est chez nous. Puis chez nous, c'est un nous collectif, tu sais. Nous collectif, le Renzer Nation, tous les gens qui sont là, il y en a qui vont voir demain, tout ça. Puis depuis le début de la pandémie, on s'est créé une petite communauté où on parle de issues qui nous concernent, tu sais. À essayer d'être réactif, tu peux en faire. Puis la semaine dernière, tu étais à ton émission de radio, doing your day job, tu sais, doing your thing. Puis t'as un peu enflammé l'Internet. Ça a déversé un peu partout, tu vois ce que je veux dire. Puis pour une raison ou une autre, tu as choisi de me parler. Puis je veux commencer par cette question parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont reach out. Pourquoi tu as choisi de me parler? Parce que j'étais abonné à ta page Instagram et des fois, je tombais sur des vidéos que tu faisais. Tu sais, quand tu es tu te promènes dans ton fil, là, puis bon, je tombais sur toi, puis t'es un gars drôle. Et je te connaissais pas, tu sais, autre que de Instagram. Et là, tu m'as écrit, puis tu m'as dit, hey, écoute, ça m'a choqué ce que tu as dit. Je te suis depuis longtemps, je te connais pas, mais j'aimerais ça t'inviter. Là, j'ai vu ta story où tu disais, pensez-vous qu'il va venir? Mais écoute, c'était demandé poliment, tu sais. C'était, tu détonnais parce que ce que je recevais beaucoup, c'était des insultes. Puis tu sais, je veux dire, à la 20e insulte sur 1000, je veux dire, après ça, tu les vois plus, tu comprends? Ouais. Mais toi, je te connaissais, et deux, je te connaissais, entre guillemets, et deux, ben, tu me l'as demandé, fait que je t'ai appelé. Ben, écoute, je veux commencer, on va être fair, OK? S'il y a des gens qui sont là qui ne savent pas, depuis ce jour-là, tu as pensé à évoluer sur le sujet. On est d'accord? Moi, je suis curieux parce qu'on a parlé un petit peu, toi et moi, en privé. Puis il y a des choses que j'ai communiquées avec les gens. Il y en a peut-être toi aussi en public. Mais moi, j'aimerais ça que tu racontes aux gens parce que je pense que ça ne sert à rien de recommencer du début. Les gens sont au courant. J'aurais des questions sur cette intervention à la radio-là. Mais je veux savoir ce qui se passe dans la tête d'un gars qui se remet en question. Parce que, je l'ai dit ailleurs, pour moi, c'est une expérience qui était une première dans ma vie. Médiatiquement parlant. Humainement, pas. Mais médiatiquement parlant, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars qui était là puis qui commence à bouger un petit peu dans le grand sport. Ben, écoute, en général, 30 secondes, on a une alerte. OK. En général, moi, j'essaie de me mettre dans les souliers des autres. OK? Même si c'est pas possible d'avoir tout. Moi, je ne saurais jamais c'est quoi être une personne noire. Comme je ne saurais jamais c'est quoi être quelqu'un qui est dépendant à la drogue. Comme je ne saurais jamais c'est quoi être quelqu'un qui est dépendant à l'alcool. Comme je ne saurais jamais c'est quoi quelqu'un qui a subi des agressions sexuelles, etc., etc., etc. Moi, quand je fais des histoires pour le journal, j'essaie de me mettre dans la peau de l'autre personne. Okay. Tu comprends? Mon premier réflexe, c'est pas de dire hey, toutes les BS, là, qui s'arrangent, qui mangent de la merde. Tu comprends? J'essaie de me dire, hey, si moi je vivais avec 560 $ par mois, là, ce serait quoi ma vie? Okay. Puis, est-ce que j'ai payé plus cher pour pas être dans cette position-là? Donc, j'essaie depuis longtemps de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, d'écouter. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Ça fonctionne pas tout le temps. Est-ce que des fois, je saute aux conclusions, peut-être? Oui, avant que je te parle, étais-tu déjà dans une remise en question ou pas du tout? Non. Et voici pourquoi. Tu sais, je pense qu'il y a deux types d'ignorance. OK? Tu as l'ignorant qui veut pas savoir qu'il ignore. D'accord? Et tu as la personne
ignorante au sens où elle ne sait pas. Oui. Et moi, là, ce mot-là, l'utiliser pour rabaisser quelqu'un, l'utiliser pour désigner quelqu'un, ben, je ferais pas ça. Tu comprends? Ça, je sais ça, je sens ça. Je fais pas de blagues là-dessus, bon, etc. Mais dire le mot en public, ça, je savais pas. En fait, je savais pas à quel point c'était une forme de no-no. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben, en fait, c'est la question que je me pose. Je me dis, ben, ça fait partie de la question, à savoir, là, tu me dis, avant même que je t'en parle, quand toi, tu es à la radio, la personne, avec toute la bonne intention, toute chose que ce que je dois, un journaliste qualifié, qui veut faire du mieux qu'il veut, tu te dis pas, ça, c'est problématique. Jamais, jamais, jamais. Je te pose la question, est-ce que ça t'effleure l'esprit? L'année passée, il y a un joueur de hockey là, qui a jamais percé dans la Ligue nationale, mais qui a joué dans la Ligue américaine ou dans une ligue mineure. Donc, un très bon joueur, mais il n'a jamais passé au niveau supérieur. Et il a raconté son histoire. Il a raconté comment un coach lui disait ça, avait dit ça un jour. Et parce que ça avait été utilisé comme une insulte, je ne l'avais pas dit en nom. J'avais dit, il s'est fait traiter du mot qui commence par N. OK. Mais, donc, tu vois, pour ce qui est de l'insulte, je le savais. Mais pour ce qui est de la douleur associée, puis du choc associé à simplement l'entendre, ben non, ça, j'ignorais ça. J'ignorais à quel point c'était un no-no. Et Renzel, là-dedans, il y a une part de, bon, OK, je ne le savais pas. Je suis quand même quelqu'un d'informé. Mais je pense aussi qu'il y a un fossé, un, générationnel, mais deux, peut-être culturel. Chez les francophones, je te dirais que cette sensibilité-là est peut-être pas au même niveau que ce que je constate chez les collègues anglophones, par exemple. Ben, je vais te rejoindre là où tu as dit, où tu as parlé d'ignorance. Souvent, quand je parle avec des amis noirs, je leur dis souvent, parlant de noirs, même parlant de québécois, de québécois blancs, ça, je leur dis, si tu sais même pas quelle question poser, tu sais même pas ce que tu sais pas. Puis si d'un côté, on se plaint du manque d'information, de communication, d'échanges entre nous, tu peux pas en vouloir à Joe Random de pas être plus loin dans sa pensée que ce qu'il sait, ce qui lui est offert tous les jours. Donc, j'encourage souvent les gens à avoir un minimum d'empathie à partir du moment où je comprends aussi que de leur part, ils n'ont plus envie d'avoir de l'empathie parce qu'ils sont tannés de se faire taper sur la tête. C'est une game compliquée, right? Fait que, on avance dans le temps. Je parle avec toi mardi soir dernier. Moi, je suis curieux de savoir, maintenant qu'on a eu la chance de parler un petit peu, parce que je veux apprendre de cet exercice-là, puis je veux que les gens à la maison aussi apprennent, parce qu'on côtoie tous les jours des gens qui ne comprennent pas notre point de vue. À partir de quel moment ça commence à... Tu sais, je sais que tu as parlé des enfants, puis de cette perspective-là, mais est-ce que c'est là ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, à un moment donné, tu as dit, you know what? OK, pour ce qui est des jeunes, tu sais, j'ai fini la chronique avec mon fils. Mon idée était faite. Toi et moi, on avait fait l'entrevue 2 heures avant. Donc, mon cheminement était rendu à son terme. Là, j'étais juste à laisser mariner, si tu veux. Mais moi, j'ai un processus de remise en question qui est perpétuel, je te dirais. J'ai quelques certitudes, mais j'ai évolué. J'évolue sur plein d'affaires. J'évolue sur l'environnement, j'évolue sur les accommodements raisonnables, j'évolue sur l'école, etc. Tu sais, j'essaie d'avoir des nouvelles perspectives. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est, disons que j'écris une chronique, OK? Puis, j'écris une chronique sur les travailleuses de la DPJ, par exemple. Bien, le lendemain, quand les travailleuses de la DPJ m'écrivent puis me disent « Vous avez compris c'est quoi nos défis », je suis content. Quand les gens qui sont directement concernés par un sujet sentent qu'ils se reconnaissent dans ce que j'ai écrit ou dans ce que j'ai dit à la radio, ben
je ne veux pas dire que j'ai réussi, mais je suis content. Puis là, il y avait plein d'insultes ce jour-là, la semaine passée. Puis comme je te dis, à la 20e, tu les entends plus. Mais ça m'a quand même éveillé au fait que, hey, OK, même si il y a des voix de la communauté noire au Québec qui ont un point de vue sur le mot, Ouais. il y en a plein d'autres qui n'ont pas ce point de vue-là. Est-ce que tu étais conscient de ça? Avant ce pushback? En fait, quand j'ai eu la conversation avec Bernard Drinville, la conversation qui a beaucoup circulé, ouais. il y a un truc qui est passé sous le radar de la colère, appelons ça comme ça, puis c'est compréhensible. Mais tu sais, j'ai pris la peine de préciser que ce que Danny pensait, c'était une voix. Puis le problème, je dirais, chez beaucoup de Québécois, c'est de prendre une voix célèbre comme Danny Laferrière, et dire « Ah, ben voyez, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Danny Laferrière dit que c'est correct. » Et c'est faire abstraction du fait qu'il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas sa voix, qui ont d'autres points de vue. De la même façon, Renzel, qu'il n'y a pas une personne qui parle pour les Québécois. Il n'y a pas une personne qui parle pour les Canadiens. Pas une personne qui parle pour les Montréalais. Je veux dire, ce qui définit une communauté, bien souvent, c'est justement la diversité d'opinions. Oui. La responsabilité des voix comme la mienne, c'est peut-être de rappeler, écoute, oui, Danny Laferrière pense ça. C'est une voix. Est-ce que c'est la seule voix? Non, c'est pas la seule voix. Ben, j'essaie de prendre un petit peu de temps pour comprendre, tu sais, je veux dire, je sais qu'il n'y a pas une voix québécoise, mais ce soir, you are our representative of the white people. Puis il y a une le token blanc. Moi et bien des gens, on se pose la question à savoir, c'est quoi la perception du nous? Parce que dans des moments comme celui-là, il semble bien que la perception du nous est biaisée, tu vois. Et c'est pour ça que je parle avec toi un petit peu, puis j'essaie que tu puisses nous éduquer sur ce que, là où pourquoi on n'arrive pas à s'entendre des fois, parce que comment l'autre nous perçoit versus comment nous on sait que nous sommes, je suppose. Mais quand tu dis, précise ta question sur le nous. Ben, tu vois, tu es dans le studio, tu parles du point de vue de Danny Laferrière, tu vois. Mais même si j'avais une conversation avec toi privée ou publique, je n'oserais pas utiliser cette opinion, surtout une opinion qui risque d'être en marge, pour justifier ce qui devrait s'appliquer à tous, tu vois. Fait que, oui. La question se pose, c'est quoi la perception que l'autre a de nous pour dire, ouais, non, c'est possible de juste dire, ouais, bon, ben Danny l'a dit, c'est bon. Oui, ben en fait, probablement que ça nous conforte. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit. J'ai vu un commentaire à un moment donné, quelqu'un qui disait, tu sais, believe the lived experience, tu sais, des personnes racisées. Ouais. Parfait. Mais pour ça, faut que tu te mettes dans les souliers de l'autre. Faut que ce soit une priorité pour toi. Puis, disons, le nous, les Québécois blancs francophones, appelons ça comme ça, là, je veux dire, je suis convaincu que la majorité des Québécois sont pas racistes. Est-ce que la majorité des Québécois ont quand même des mauvaises perceptions, des angles morts? Ouais. Probablement. Parce que toi, ta condition d'homme noir, ce que tu as vécu en tant qu'homme noir, les injustices, les limites de potentiel, toi, ça fait partie de ton expérience quotidienne. Oui. Pour nous, non. C'est peut-être ça qu'on appelle le privilège blanc, tu comprends? Ben, c'est exactement ça. Je veux dire, ça part de là, mais je veux dire, quand je te pose la question, peut-être que la conclusion, c'est de dire que c'est qu'on est à zéro au Québec par rapport à cette idée même que le parcours d'une personne noire soit à ce point différent que celle d'une personne blanche. Je pense que l'idée, sincèrement, fait son chemin. OK? Moi, je crois pas à la valeur de se comparer à pire. OK? OK. Mais je lisais un livre sur le taxi. Okay? J'ai reçu le professeur Jean-Philippe Warren hier à l'émission. C'est un livre sur l'histoire du taxi à Montréal.
Et dans son livre, il raconte à quel point, dans les années 80, il y avait eu des tensions entre les chauffeurs haïtiens et des chauffeurs blancs. Écoute, ce qui se disait en public était épouvantable. 1982, là. On ne parle pas de 42. Donc, je pense qu'on revient de loin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire maintenant pour que les gens comprennent qu'être noir au Québec, qu'être une personne racisée, ça va être plus difficile que si tu es né blanc, tremblé, baptisé. Ça, il y a du chemin à faire. Mais je reviens, Renzel, à mes deux définitions d'ignorance. Pose la question, est-ce qu'il y a du chemin à faire ou il faut prendre la route? Ah! Écoute, je pense qu'on a fait du chemin. Il faut prendre la route. Moi, je suis convaincu que ça aiderait si le leadership politique voulait reconnaître, décidait de reconnaître cette réalité-là du racisme systémique. Okay. Je pense qu'il y a des mots qui font peur. Racisme fait peur. Comme le mot privilège fait peur. Est-ce que tu serais tenté de nous expliquer ce soir pourquoi? Parce que de notre point de vue à nous, on l'utilise très comme une feuille blanche. Il y a pas. Alors quand tu me dis que le mot racisme fait peur, le mot privilège fait peur, bon, ça m'empêchera pas de l'utiliser différemment, mais j'aimerais comprendre ce qu'il veut dire pour toi. Continue à l'utiliser et continue à l'utiliser parce que je suis convaincu. Tu sais, je t'ai donné l'exemple des chauffeurs de taxi puis des tensions racistes 1982-1983, OK? Oui. Là, tu regardes ça aujourd'hui. Je vais prendre mon chargeur. OK. Allons-y. Ouais. Tu regardes ça aujourd'hui, tu es horrifié par... Écoute, en 1982, les compagnies de taxi avaient un code qu'ils envoyaient sur les ondes radio, PM. Ça voulait dire que le client ne voulait pas de chauffeur noir. Oh boy. On regarde ça aujourd'hui, 40 ans plus tard, puis on se dit, mais voyons, quelle horreur! Moi, je suis convaincu que dans 40 ans, on va regarder l'époque où il y a des Québécois dans la classe politique, ailleurs, qui se faisaient tirer l'oreille pour reconnaître le simple fait qu'il y a du racisme systémique. On va se dire, ben voyons donc, comment ne voyait-il pas le fait, cette évidence-là? Ça, c'est une chose. Ouais. Pour répondre à ta question, Renzel, sur le mot racisme, ouais. Il y a beaucoup. Les Québécois, je pense que ça fait partie de l'équation. Tu sais, le mouvement nationaliste, souverainiste, qui a pris de l'ampleur il y a 50 ans, même un peu plus, 60 ans, disons, ces affirmations-là sur la langue, sur le désir de souveraineté, ont souvent été assimilées à du racisme, à tort et à travers. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un réflexe chez des Québécois qui sont de bonne foi, où ils vont se dire, si on reconnaît ça, ben ça va être encore l'occasion de faire notre procès. Est-ce que c'est l'excuse de tout le monde? Non, mais je pense que c'est présent. Oui, mais je veux dire, est-ce que... OK. On va faire le même truc. Il y a 20 ans de ça, il y a 15 ans de ça, 20 ans de ça. Un homme qui était bisexuel, c'était problématique parce qu'il voulait pas qu'on dise qu'il soit gay. Okay? Parce que gay, c'était une maladie. Okay? Oui. Même si lui, il était attiré aux hommes et aux femmes en même temps. Là, pour moi, je fais un parallèle avec ces deux idées-là à partir du moment où le fait que le racisme ait été appliqué aux Québécois par rapport au protectionnisme de la langue, la culture, tout ça, je comprends mal que le pivot ne se fasse pas considérant qu'on n'a même pas la même tête. On ne se bat pas pour les mêmes choses. C'est difficile pour moi. C'est intellectuellement paresseux. Oui, mais permets-moi de te donner... Tu sais, je t'ai parlé de mes angles morts. Oui. Je vais te parler de ce que je perçois être un angle mort chez toi. Allez. C'est, toi, tu as eu le temps de réfléchir à ça en détail. Tu as intellectualisé tout ça. Moi, ça fait partie de mon travail. Puis là-dessus, on se rejoint. Tu sais, mon travail, c'est de lire, dans le fond. C'est de lire et de poser des questions, puis de parler dans un micro. Mais pour la moyenne des gens, là, la moyenne des gens n'a pas le temps de faire ça. La moyenne des gens est dans le métro, boulot, dodo.
ce qui, pour toi, est un sujet hyper important, qui t'apparaît hyper évident, Oui. pour beaucoup de gens, il n'y a personne qui veut être raciste dans ces gens-là. Mais c'est un sujet parmi tant d'autres, tu comprends? Ça fait partie du privilège, je te l'accorde. Oui. Mais ils n'ont pas réfléchi à ça, comme toi. Oui. Et pour moi aussi, c'est une évidence. Ben, c'est sûr que c'est dur de dire que c'est... Je veux dire, c'est un statement of fact pour moi, de dire que je ne traite personne d'intellectuellement paresseux, mais plutôt dans l'idée de dire que oui, c'est vrai que les gens y pensent pas. Oui, c'est vrai que tu peux pas en vouloir aux gens de ne pas savoir ce qu'ils ne savent pas. Mais quand quelqu'un se présente devant toi, c'est pas une raison de pas poser des questions ou même d'admettre que tu sais. C'est vrai. Tu vois, C'est ça vrai. devient intellectuellement paresseux à partir du moment où tu dis, moi, je sais pas, puis je veux pas savoir, fait que je pose pas de questions, fait que ce que je sais, ça va, fine. Oui, C'est dans ce sens-là que je dis ça. Puis regarde, il y aura toujours une partie de la population, surtout de nos jours, qui va avoir des positions très tranchées. C'est confortable d'avoir des positions très tranchées de tous les côtés. Oui, bien sûr. Qu'importe c'est quoi ta position sociale, politique, philosophique, la certitude, c'est confortable parce que tu ne te remets pas en question. Tu vas juste trouver des arguments pour parler plus fort que l'autre. Mais je te dis, il y a des gens de bonne foi, de bonne volonté. Moi, un des trucs que j'ai le plus aimé après avoir publié, après avoir fait l'entrevue qu'on a faite, c'est il y a plein de gens, puis je t'ai envoyé des messages, je t'ai fait des captures d'écran, qui m'ont écrit dans mon lectorat pour me dire « Hey, écoutez, j'étais certain d'avoir raison, puis là, vous avez fait évoluer ma pensée. Vous m'avez... J'ai peut-être changé d'idée. » Donc ça, moi, je l'ai pris comme un petit velours. Ça veut dire que j'ai réussi à trouver des arguments qui ont fait changer des perceptions. Combien? Je ne sais pas, Denzel. Je veux te poser cette question-là. Alors, parce que je te posais la question par rapport à toi personnellement, mais tu penses, toi, chez les gens à la maison, tu fais ce travail-là tous les jours, tu leur parles à tous les jours, qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que quand je te dis ça, pour nous, c'est une question de survie pour les gens qui écoutent, s'il y a des trucs à apprendre. Parce que comme je te dis, tous les jours, on travaille ensemble avec des gens qui sont blancs, tout ça, québécois, tout ça. Puis il y a un fossé, tu sais. Puis si quelqu'un peut prendre un truc ici, j'aimerais ça pour eux, tu vois. Écoute, OK. Je veux pas que tu prennes ça mal, puis je veux pas que les gens qui te regardent présentement prennent ça mal. Mais ce que je vais te dire là, ça s'applique à peu près tous les types de militantisme, OK? Que ce soit environnemental, que ce soit identitaire. Je pense que les histoires sont plus puissantes que les tutoriels. Quand quelqu'un m'écrit pour me dire t'es un imbécile, tu comprends rien, éduque-toi, puis me sert des talking points, que ça touche quoi que ce soit. Je vais pas être aussi sensible que quand j'écoute une histoire. Toi, je t'ai appelé et tu m'as raconté une histoire. Écoute, moi, là, les seules fois où je me suis fait intercepter par la police, sais-tu c'était quand? C'est quand j'avais brûlé un stop. That's it. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé « Comment tu fais pour te payer ce char-là? » Jamais. Toi, c'est le cas. Moi, je pense que les histoires d'injustice vont être plus puissantes que les reproches individuels. Mais je suis pas dans tes souliers. Non, mais c'est ce que tu dis. Je suis pas en train de te dire parle-moi comme ça. Non, je l'accepte ce que tu dis là parce que je pense que ça fait partie du pourquoi notre échange a fait une différence. Je pense. Ça a humanisé quelque chose qui est complexe, que les gens ont de la misère à toucher, que le monde a de la misère, ça n'a pas par où approcher, parce que tout le monde est un peu à fleur de peau, en tout cas, je pense, de chaque côté. Fait que j'apprécie ça, puis je te remercie pour ça. J'ai une question, je veux aller vers le futur, mais je veux parler de cette intervention avec Bernard Drinville, OK? Parce que ça, c'est quelqu'un qui m'a posé la question, puis je me suis promis de te poser la question. Est-ce que tu te souviens du moment donné, parce que l'utilisation du mot haine était une chose, OK?
Mais à un moment donné, tu parlais tu disais les Noirs à Ottawa, d'avoir un professeur qui dit le N-word, c'est pas c'est pas la pire des choses qui puissent t'arriver. Essentiellement. Je paraphrase oui, ben, en fait, j'ai utilisé l'expression qui est une très mauvaise expression. Ce sont les joies du direct. Racisme fantasmé. Et écoute, d'abord, pour parler de l'intervention chez Bernard, je vais te poser une question. Si j'avais utilisé le mot une fois pour établir les choses, est-ce que ce serait mieux passé que si je l'avais utilisé, je pense que j'ai utilisé 3-4 fois? C'est une question honnête, là? Tu veux vraiment savoir ma réponse? Oui. T'es un homme, pas vrai? Même chose? On est dans la douche, right? On est dans la douche, on a le gym. Non, mais je vais te dire ça. On est dans la douche, on a le gym ensemble, on a les jouer au basketball. Okay? Oui. Quand toi, tu dis le mot en haine, puis que moi, je n'étais pas au courant d'où ça vient, j'ai pas de contexte, ça se trouve, j'écoutais à demi-mot. Ouais. C'est comme si moi, je disais par ça, puis mettre mon doigt dans tes fesses. OK? OK? C'est la même chose. Une fois, deux fois, trois fois. Dès que tu es trop proche, c'est trop proche. Tu comprends? OK. Là, tout le monde s'est braqué. C'est plus bon. Ouais. Ça marche plus. C'est ça. Donc, OK, parfait. Fait que, d'abord, j'ai réécouté l'extrait. Puis, je le dis, tu sais, comme de façon quasiment désinvolte. Tu comprends? Donc, ça d'abord, je pense que ça se fait pas. J'étais là. Et après ça, oui. Pour l'expression racisme fantasmé, tu sais, j'aurais dû peut-être parler de. Il y a des formes extrêmement directes dans la vie de tous les jours où le racisme s'exprime. Puis, je me rappelle d'une histoire dans la presse, il y a peut-être 1 an et quelques, là. C'est un monsieur qui venait, écoute, je veux te dire du Congo, là, mais je suis pas sûr, OK? Émigre au Québec, va travailler, et là, du racisme puant, toléré au travail. Il se fait traiter de toutes les insultes que tu peux imaginer. Oui. Fait rire de lui. C'est filmé à un moment donné. Écoute, lui, il finit par contester et il gagne. Et ça se ramasse à la une de la presse. Et ça, j'avais fait une chronique là-dessus, puis je disais, sont où les manifs devant cette compagnie-là, tu sais? J'étais furieux, tu comprends? Ouais. Et quand je te parle, l'expression racisme fantasmé, c'est une mauvaise expression. Mais pour moi, on est dans le symbole dans cette classe-là quand ce mot-là est dit. Tu comprends? Okay. C'est pas comme se faire refuser un logement. C'est pas comme ne pas avoir accès à certains emplois. C'est pas comme se faire brutaliser par la police parce qu'on est noir. Il y a quelque chose de viscéral, de physique dans ce que je viens de te nommer. Oui. Peut-être que c'est une erreur de faire la distinction. Parce que intellectuellement, je te suis, Patrick. Puis je suis obligé de t'interrompre. Intellectuellement, je te suis, Patrick. Mais en contexte, OK? Puis là, la personne qui a posé la question, shout-out à Rebecca de Rocco Whatever, tu sais, elle disait, on en parlait un petit peu, puis tu sais, bon, déjà, on part du principe qu'on a un gars là, on veut croire que c'est un des bons, un dans le team, un qui veut, tu vois. Puis bon, ça a l'air qu'il n'y a pas eu de mémo, on ne dit pas le N-word comme ça, OK? Fait que là, on commence à remettre en question son membership. Puis là, lui, il a un discours après ça parce qu'il commence à hiérarchiser les douleurs du racisme. Essentiellement, OK? Juste après l'autre truc, là. Okay? Oui. Dans le même truc. C'est un double whammy. Fait que, tu sais, la personne qui pose la question, et justement, moi, je vois quelqu'un en avant de moi qui, je pense, ne demanderait que ça, que d'apprendre quelque chose de nouveau sur une perspective de quelqu'un. Mais écoute, ça, c'est ce qu'elle dit. Moi, j'ai senti un homme blanc qui, déjà, d'une part, loosely jouait aux cartes avec le N-word, et derrière, a choisi de hiérarchiser la douleur du racisme. Et pas juste de la hiérarchiser, mais aussi de mettre une catégorie non importante. OK? Tu comprends? Oui. C'est presque grave. Oui, écoute, je peux comprendre. Mais explique-moi un truc.
il y a... Puis je suis pas en train de te dire que c'est pas grave de l'utiliser, OK? Mais entre 0 et 10, il y a plusieurs chiffres. Il y a une gradation. Puis je comprends que c'est pas ma place de dire qu'est-ce qui devrait être la pire des douleurs. Puis je te l'ai dit au début, c'est un angle mort pour moi, tu sais. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si j'avais à refaire cette intervention-là, je ne la ferais pas de la même façon. Ça, c'est apprécié. Mais je veux être certain parce qu'on est en train de parler, on a l'opportunité maintenant, les gens sont là, puis les gens sont de bonne humeur, je le vois, tout le monde est de bonne humeur. Tu sais, est-ce que tu comprends ce point de vue de cette jeune femme qui dit « Moi, oui, ça me fait un truc parce que c'est pas juste lui, c'est toute ma vie, ça, des gens blancs qui commencent à me dire à la face de quelqu'un qui lève la main pour dire « Hey, j'ai un problème », quelqu'un qui est blanc qui dit « Ben là, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vas pas me dire que là, tu vas arrêter la journée pour ça, là. » Ben, je viens d'arrêter la journée. Je viens d'arrêter la journée pour t'en parler, puis là, tu me dis, là, maintenant, tu hiérarchises mon truc, puis tu me demandes encore de me repositionner. C'est particulier. Et je sais que c'était pas l'intention, mais la manière que c'était présenté, Patrick, ça a la même ADN que les gens qui nous veulent du mal ont. Et c'est important que tu saisisses ça parce que je pense pas que tu veuilles faire partie de ce club distinct. Non. Puis écoute, comment je te dirais ça? Tu sais, il y a tout ça. Avec l'instrument qu'on a dans nos mains présentement, le téléphone, Instagram, toutes ces plateformes-là, tout le monde maintenant a une plateforme de diffusion s'il le souhaite. Présentement, là, il y a des centaines de personnes qui nous regardent. Tu sais, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction ou presque ça. Il y a 20 ans, c'était impossible. Ouais. Ça a un côté vraiment fantastique, mais ça a un côté aussi très instantané. Tout le monde peut s'exprimer, c'est parfait. Mais des fois, ça sort assez mal. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour plein de monde aussi. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on m'explique plus, comme tu as fait. Mais je te dis ça pour te dire que, tu dis, je sonnais comme les gens qui nous veulent du mal. J'entends ce que tu me dis. Mais c'est pas une accusation, hein, c'est pour non. J'essaie d'imaginer comment les gens se sentent. Je te dis, c'est ça qui se passe dans le corps de quelqu'un. Écoute, il y a des chroniqueurs qui vont toujours dénoncer l'antiracisme, les revendications des groupes racisés, puis ils font jamais de chronique sur les racistes. Tu comprends? C'est drôle. Moi, je demande pas d'accommodement raisonnable, je demande pas de circonstances atténuantes, mais j'en ai fait en maudit depuis 20 ans de ce contenu-là, tu comprends? Fait que je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai fait depuis 20 ans. Laisse-moi me permettre de t'arrêter, M. Patrick, parce que je pense que tu n'as pas compris. À la base, tu sais, comme moi, je t'ai parlé au téléphone, je t'ai dit, tu sais, je te connais pas, tu sais, mais, tu sais, moi, nous, on vit chez vous, au sens où vous êtes une majorité claire, il n'y a pas de doute. Tu sais, quand tu sors de chez nous, à peu près tout le monde est québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, pour te retrouver dans un environnement où tout le monde était noir, il faut que tu fasses un petit effort, tu sais. Moi, je suis en train de te dire que nous, on est un peu en état d'alerte parce que la couleur de notre peau, c'est une cible pour quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions à notre égard. Oui. OK? Tu as juste à sortir l'histoire de profilage racial. Tu comprends? Comme toi, tu sors de chez vous, tu es en train d'avoir une bonne journée, ça prend 5 minutes, tout ça, c'est fini. Comprends-tu? Oui. Moi, je suis en train de te dire que nous, je pense que le sentiment qu'on avait tous à ce moment-là, c'est de dire non, pas Patrick. Patrick, c'est un de ceux qu'on aimait bien. Tu vois, je veux dire, on ne sait pas c'est qui sa femme, mais si elle était noire, on serait comme moi, ça fait du sens. Tu comprends ce que je veux dire? On t'aime bien. Fait que quand je te dis ça, c'est pour un peu comme la conversation qu'on a eue mardi où je te dis, ça se trouve, c'est un blind spot et c'est pas pour pointer le doigt. C'est pour que tu arrives à comprendre que cette jeune femme-là, elle aussi, elle avait une déception et sa déception n'était même pas sur le N-word. Elle était sur cette idée d'un homme blanc qui a pris sa voix pour hiérarchiser sa peine
Pas en Oui. son nom, mais pour la personne à la maison qui est comme, ben ouais, c'est ça que je disais. Puis il dit, ben, moi, tous les jours, je me bats. Puis lui, quand il pèse ce piton-là, il défait beaucoup de choses que je fais. Pas mon gars, pas mon Patrick, pas le gars que j'aime bien, pas le gars qui travaille avec nous pour nous. Tu comprends? Puis ça a été ta réaction. Pardon? Ça a été ta réaction. Ça a été la mienne, mais ça a été celle de cette fille-là qui m'a posé la question. Ça a été celle de, tu sais, je veux dire, je ne veux pas nommer de nom, mais disons qu'on va commencer, on va parler d'un autre qui commence par Marc puis qui finit par Tino. S'il disait quelque chose de fucked up, on serait tout comme, yeah, ok, ok, un autre jour, même chose, on connaît, il n'y a pas de souci. Mais toi, moi en tout cas, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais pour moi, c'est comme, non, je veux qu'ils comprennent plus, c'est tout. C'est pas comme you're bad, je veux juste l'amener un peu plus loin. Mais tu sais, il y a des gens, Patrick, qui aimeraient des excuses, tu sais, qui sont comme, ils se sont sentis lésés par ça plus que le N-word. Ah, OK, par la hiérarchisation. Je comprends. Mais écoute, vraiment, tu sais, quand tu dis aurait voulu des excuses, la chronique de samedi, c'était ça, là. Je peux comprendre que c'est un gage d'excuse, mais ce n'est pas une excuse. Moi, ça me va. Mais je peux pas l'imposer à quelqu'un qui vit en français et qui sait qu'il y a une manière particulière de s'excuser et habituellement, ça inclut le mot excuse. Écoute, je m'excuse. C'était une intervention qui était mal avisée, mais au-delà de mal dite, mal réfléchie. Tu comprends? C'était le reflet d'angle mort. Puis, ouais, c'est vraiment ça. Désolé. Mais moi, je l'accepte. Je ne peux pas parler au nom de tous ces gens, mais pour une deuxième fois en 10 jours, Patrick, tu as fait quelque chose que je n'avais pas vécu avant dans ce cher Québec. Encore une fois, Patrick, l'année prochaine, il va y avoir à Caribana, il risque d'avoir un char avec ta face dessus, je pense. Écoute, si on a Caribana, parce que... si on arrive à se rendre. On parle de lockdown jusqu'à 2022. Là, tu penses, toi? Ben, tantôt, je regardais les nouvelles, là, puis Anthony Fauci parlait de masques et de distanciation jusqu'à 2022. Puis ça recoupe un peu ce que moi j'ai entendu d'autres experts là, qui parlent de Noël 2021. Fait que Caribana, probablement 2023. Écoute, entre-temps, t'as le temps de te remettre les pieds dans les plats 5-6 mois, on verra. Je vais essayer de pas le faire. Écoute, moi, je suis content qu'on ait au moins une ligne de communication ouverte. Je voulais te poser cette question. Okay? Justement, après cet éveil, l'article de samedi, des gens qui te disent, waouh, ok, truc, d'avoir le sentiment que l'air est peut-être un peu meilleur dans le Québec dans lequel on vit tous. T'sais. Oui. Comment est-ce que quelqu'un qui a évolué, on va utiliser ton mot, regarde ses collègues qui, eux, choisissent de rester ancrés dans ce que tu avais appelé la virilité journalistique? Écoute, moi, je suis toujours... Moi, je suis chanceux parce que... Comment je te dirais? Tu sais, à la presse, je suis pas obligé d'écrire tous les jours. Si il y a une journée, j'écris quelque chose puis c'est pas bon, je peux dire au patron, écoutez, je vais le mettre sur la glace, OK? Ce texte-là, puis je vais vous renvoyer quelque chose demain. Il y a des collègues qui ont peut-être pas ce désir-là d'avoir ce recul-là. Il y a des collègues qui, fondamentalement, croient pas, par exemple, qu'il y a du racisme systémique. Il y en a qui se disent, qui font le pari, écoute, 75% de mon lectorat, ce sont des Québécois blancs, francophones, tremblés, baptisés. Je vais pas leur dire quelque chose qui va les rendre inconfortables. Donc, je trouve ça plate parce que, je te l'ai dit tantôt, la certitude, c'est une position qui est très confortable.
Mais ça finit par perdre de l'intérêt. Moi, j'aime ça, explorer tout plein de palettes de nuances quand je peux. Ouais. Je veux dire, pour le meurtre, puis l'agression sexuelle, puis la pédophilie, il n'y a pas beaucoup de nuances. Tu comprends? Là? Il n'y a pas beaucoup de palettes de gris. Mais pour plein de sphères de l'activité humaine, il y en a des palettes de gris. Puis il faut les explorer. Puis moi, je trouve que je suis un chroniqueur qui est plus humain si j'explique au lecteur, voici comment j'ai évolué, voici comment j'ai changé, voici comment je voyais ça. Puis maintenant, il y a quelque chose qui m'a ébranlé. Ouais. Et ça m'est arrivé de dire, je me suis trompé. C'est pas la première fois que je dis ça, là. J'ai déjà dit ça avant. Puis les gens se trompent. Je pense qu'il y a un marché pour ça. Fait que les collègues qui pensent que la certitude, c'est une meilleure position, peut-être, mais moi, je fais le pari que les gens sont pas toujours dans la certitude absolue. OK, ben laisse-moi te poser la question d'aller un peu plus loin. Humainement, parce que je veux dire, si ta compréhension de ce que nous on vit et semble être à un niveau humain, ça, je veux dire, c'est comme c'est pas la même chose, mais c'est comme se réveiller un jour puis se rendre compte que tes bons amis de chum, ils aiment ça les filles un peu plus jeunes, trop jeunes. C'est comme, c'est pas dans tes valeurs à toi, tu fais quoi? Oui. Oh mon Dieu. Écoute, ben je le dis, mais comment je te dirais? Tu sais, dans toute la thématique des inconduites sexuelles, j'entendais beaucoup les gens dire les gars, faut intervenir, tu sais, faut le dire. Écoute, moi, je vais pas à taverne avec des amis qui font des commentaires sur les fesses de la serveuse, tu sais. Pour une raison bien simple. Je m'associe pas à du monde comme ça. Je serais pas capable d'avoir des amitiés avec des gens comme ça. Donc, c'est un peu ma meilleure réponse, Renzel, c'est ça, tu sais, c'est un peu qui se ressemble, s'assemble, tu sais. Si j'avais des amis racistes, ouvertement racistes, agressivement racistes, qui en parlaient tout le temps, je serais pas capable de m'associer à des gens comme ça. Même oui. des gens misogynes, tu comprends? Non, mais là, on parle d'amis, jusque-là, je te suis, mais comment c'est un milieu des arts, là, c'est particulier, puis c'est qui disait ça? C'est Chris Rock qui disait ça à Obama. Il disait, tu sais, ils étaient dans un party ensemble, il dit, tu sais, là, je suis avec les gens les plus libéraux de gauche, là, ici, là, puis il n'y en a pas un autre ici qui m'engage, tu comprends-tu? Genre, les plus cool des plus cool, là, les gens de la communauté artistique, là. Tu sais, je te pose la question, tu sais, après ton article de lundi, est-ce qu'il y a des gens de la communauté journalistique qui t'ont écrit pour dire, you know what? J'y avais pas pensé. Plein. Je suis curieux, j'aimerais si tu peux partager avec nous, pas des noms, mais je suis curieux de savoir ce que ça veut dire. Non, absolument. Écoute, j'ai plein de collègues anglo et franco qui m'ont écrit pour me dire grosse chronique, merci. Pour ce qui est de gens qui me diraient ah, écoute, chez les journalistes, je l'avais pas vu comme ça. Écoute, oui, il faudrait que j'ai vraiment eu beaucoup de réactions, hein, énormément, là. Ouais. Je suis certain que ça va être une des chroniques, à la fin de l'année, là, ça va être une des chroniques les plus lues. Mais un des beaux compliments que j'ai eus, c'est une collègue qui m'a dit sa certitude que cette chronique-là aura fait baisser la tension un peu dans ce débat-là. Je veux pas dire que c'est vrai, c'est flatteur. Si ça a pu permettre de baisser la tension chez certaines personnes, je suis content. Mais j'ai des collègues journalistes qui m'ont écrit pour me dire « Wow! » Des gens de l'écrit, des gens de la télé, des gens de la radio, de tous les horizons. Mm-hmm. Donc, même chez les journalistes, il y a aussi une réflexion qui se fait là. Mais il y en a que j'atteindrai jamais, tu sais. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que de l'autre côté, il y a des gens qui t'ont écrit pour te dire « T'as rien compris de ton maudit vendu » ? Non. Non, j'ai vu que Mathieu Bock-Côté a commenté sur Twitter. Là, j'ai pas suivi tout ce qu'il a dit. Je veux dire, Mathieu, je le connais. Je connais, disons, son cadre idéologique. Là-dessus, on n'aura jamais les mêmes vues. Tu comprends?
Fait que, Connais-tu son dealer? Parce que il est obligé de prendre des bonnes drogues. Obligé. non, je pense pas que Mathieu prenne la drogue. Non, Mathieu a cette idée de la nation qui est très française, républicaine. Tout le monde se fond dans le même moule autour de l'idée d'une citoyenneté commune. Mais même les Français ne croient pas à ça. Comment? Mais même les Français ne croient pas à ça. Ben, c'est peut-être une vision fantasmée de la France. Ça, c'est beaucoup plus approprié. Tu comprends? Mais fait, Mathieu Bock est dans cette mouvance selon laquelle, tu sais, l'idée canadienne de la citoyenneté, de l'intégration, c'est pas une bonne idée. Mais quand tu regardes ça à l'échelle des nations, là, ça marche pas si mal que ça, le Canada, là, si tu compares à plein d'autres endroits. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est mieux qu'en France, l'intégration? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Ça a peut-être beaucoup à voir avec l'emploi. Les égalités, il y a des inégalités ici qui sont scandaleuses, mais je pense que si on compare à la France, t'as fréquenté la France, je pense que c'est une société de classe qui est plus difficile à percer. C'est beaucoup plus grand, ça. Je veux dire, j'ai eu le privilège de voir Mathieu Bock-Côté en France, puis même lui n'était pas conscient que même là-bas, ils ne comprennent pas. Genre, c'est particulier, genre. Lui, tu l'as vu? Oui. Tu as vu Mathieu là-bas? J'étais en France un jour, je le vois à la télé, puis je vois les gens à la télé comme ça. OK. Ferme ta gueule, là, genre, c'est comme... Personne ne parle comme ça, déjà, à la base. OK, genre, OK. C'est un personnage je vois beaucoup de son immaturité, tu sais. Genre, il parle fort, il parle bien, mais c'est aussi quelqu'un qui semble pas avoir voyagé beaucoup, qui connaît pas vraiment le monde, fait il parle au travers de son chapeau beaucoup. Ça, c'est mon opinion de la chose. Je comprends. Fait que quand je l'entends parler, ça, je dis, il doit prendre des bonnes drogues, c'est que je dis, toi, tu sais, moi, quand je faisais des problèmes mathématiques, quand j'étais jeune, puis j'étais comme, OK, 2 plus 2 plus 2 plus 2, sinon 5 fois 2, ça fait 10. Puis là, je commence, c'est bizarre, ça tombe à 9. Je recommence, je comprends pas. Mais lui, on dirait qu'il dit, non, 9, c'est correct. 9, c'est correct, on continue. Oui. Mais tu sais, Mathieu et je pense, je ne vais pas y prêter de cousinage idéologique, mais c'est un gaulliste, tu sais, c'est un conservateur. Puis c'est un courant de pensée, mais c'est une vision aussi très nationaliste. Écoute, c'est un genre, moi je le partage pas, mais je reviens à ça, tu sais, il y a des gens dont je sais que je vais jamais changer leur opinion. Un gars comme lui, justement, en fait, je sais quoi, je veux comme passer à autre chose parce que je ne pense pas qu'il ait réfléchi tant que ça, fait que je ne veux pas réfléchir à lui tant que ça. Ça, c'est mon opinion à moi. Pas ici, en tout cas. Je veux parler des gens qui t'ont écrit pour te dire que ça... J'aimerais ça que tu me parles parce que j'aimerais laisser les gens avec un brin de positivisme et à savoir que justement, dans les gens dans la communauté, chez les journalistes qui, tu sais, au-delà de dire, ouais, ça a atténué, ça sortait un peu de pression dans le truc, est-ce qu'il y a des gens qui semblent avoir compris quelque chose, d'avoir évolué dans leur pensée? Oui. Combien, je ne sais pas. Mais, écoute, comme je t'ai dit, tu sais, je t'ai envoyé des captures d'écran de ça. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, écoutez, je l'avais pas vu. Excuse-moi, je te parlais vraiment de journalistes. Je parlais vraiment de de journalistes. Ouais. Ben, écoute, je vais parler de ceux que je connais, OK? Tu sais, à la presse, là, il y a pas beaucoup de personnes racisées. Mais je vois des collègues enquêter pendant des semaines, des mois, sur des enfants autochtones qui sont morts dans l'indifférence. La presse fait un travail sur le profilage racial que je trouve, mon Dieu, essentiel.
y a pas d'insensibilité. Il y a des angles morts, très certainement. Mais je veux dire, je parle de ce que je connais, Renzel, là. Mes collègues à la presse, j'ai pas tant besoin que ça de les sensibiliser, là, tu comprends? Ben, moi, je vais te proposer quelque chose, OK? Puis je vais te proposer quelque chose gratuitement, puis je le fais jamais. Si les journalistes aimeraient ça, une conversation sur une heure de lunch sur Zoom pour parler plus profondément, ça me ferait plaisir, mais je pense que je peux rien faire pour des patrons à la presse qui nous choisissent, qui disent bof, comment est-ce qu'ils vont égaliser les choses pour amener plus de couleurs, tout machin, c'est une chose. Mais après, ça ne devient pas la job d'un employé d'éduquer tous les gens avec qui il travaille. Ça, c'est la job de quelqu'un. De rendre ça, d'être disponible pour poser des questions, pour avoir les réponses, de ne pas avoir peur de ce qui va se passer demain. Mais tout ça, ça aide à faire changer le ton. Tout ça, ça aide à faire changer la conversation. Ça aide à déstigmatiser des choses aussi. C'est pas ta job non plus, parce qu'il y a des choses, il y a des limites à tes connaissances aussi. Mais le journal lui-même a une responsabilité énorme vis-à-vis des citoyens qu'elle dessert. Et nous, on en fait partie. Et à bien des égards, même si, ben, ces angles morts-là sont dangereux pour notre survie, si je peux me permettre. Oui, parce que vos histoires sont pas pleinement racontées. Je reviens à l'exemple de Denis Laferrière, qui est une voix inestimable. Tu comprends? Dans le sens où Laferrière, pour moi, c'est le plus grand écrivain québécois vivant. C'est une voix de chez nous, c'est un fils d'Haïti aussi. On a besoin de l'entendre. C'est parfait, mais on a besoin d'entendre d'autres voix. Puis, donc, je comprends ce que tu veux dire. Je pense comprendre ce que tu veux dire. Je vais ajouter à ce que tu vas dire. Mais si Denis Laferrière, c'est le plus grand écrivain québécois en vie, OK? Il est Michael Jordan. Michael Jordan is not every black guy, mon frère. Exact. OK? Oui. Fait qu'il a besoin d'être mis dans sa propre catégorie. Il est le représentant de personne depuis longtemps. Ben, en fait, c'est sûr que Denis Laferrière, t'as sûrement vu le texte qu'il a écrit pour l'émission de Franco Nuovo à Radio-Canada. Oui. C'est un très beau texte, mais est-ce que ça rejoint ton expérience d'homme noir? Je pense pas. Est-ce que ça rejoint l'expérience des gens qui nous regardent présentement? Et probablement, très certainement, fort différente. L'erreur que des gens dans les médias doivent pas faire, c'est de penser que Danny, c'est quand on le cite, c'est le fin mot de l'histoire. C'est plus complexe que ça. C'est comme dire Danny représente plus toi que moi, parce que ce pourquoi il est connu, ce pourquoi il est représenté, c'est justement, oui, c'est un auteur qui est né en Haïti, mais c'est un auteur québécois. C'est une star québécoise. C'est un immortel aujourd'hui. C'est bien des choses qui n'ont rien à voir avec sa couleur. Tout ce pourquoi il est connu, he's Michael Jordan. Il est le best du best, indépendant de sa couleur. Je t'apporte une nuance, OK? Un bémol. Tu sais, je voudrais pas présumer de ce que Denis Laferrière a vécu ou pas. Quand il est arrivé à Montréal, fin des années 70, je pense, début des années 80, là. Ouais. Écoute, je reviens à 82, là, dans la crise des tensions dans le taxi. Ça devait pas toujours être comique. Denis Laferrière a aussi vécu à Miami. Il a choisi de vivre à Miami à une époque. Je sais pas ça a été quoi son expérience d'homme noir là-bas. Je veux présumer de rien. Ce dont je suis convaincu, c'est que sur une base journalière, son expérience est très différente de la tienne. Je suis convaincu de ça. Définitivement. Convaincu. Fait que les gens comme moi, les gens dans les médias, on peut pas penser que parce que Denis Laferrière dit quelque chose, le débat est clos. Tu sais, moi, je t'ai appelé parce que l'expérience humaine m'intéresse. Tu comprends? Ouais. Et puis je t'écoute. Comme j'ai écouté depuis 15 ans des femmes voilées me raconter leur réalité. J'ai essayé d'aller au-delà du cliché. C'est pas parce que tu es une femme voilée que forcément tu es soumise à tous les hommes de ta famille. Il y a des filles voilées qui ont des mères pas voilées, puis des pères pas pratiquants, etc. Il y a plein de modèles. Le danger, c'est toujours de caricaturer. En tout. Ouais. En tout. Ouais. Patrick,
on va se quitter là-dessus, mais je t'avais demandé, do you have any uncomfortable questions for a black man? Écoute, j'ai regardé 2 épisodes complets. J'ai commencé à en écouter un, puis là, il a fallu que je débarque. J'ai écouté l'épisode avec Piquet Souban, Oui. Lindsey Vonn et les 2 stars de télé-réalité dont j'ai oublié le nom. Et j'ai regardé le premier. Puis, écoute, j'ai ma question. Écoute, j'ai pas de question inconfortable. Non. Drette de même, là. Mais écoute, ça m'a surpris l'histoire de les couples biraciaux. OK. Toi, comment tu vois ça? Tu devrais-tu sortir avec une fille blanche? C'est déjà arrivé. OK. Puis est-ce que tu sentais que quelle portion t'as surpris? Ben, j'étais surpris qu'il y avait comme un débat là-dessus. Ben, il y a plusieurs débats là-dessus. Ça dépend de quel côté tu trouves de la clôture. On peut en parler un petit peu. Je savais même pas qu'il y avait une forme de débat là-dessus. Ouais, une forme d'ostracisme, mettons, pour certaines personnes. Ben, il y en a des deux côtés. Ben, t'es pas c'est pas une surprise que pour toi qu'il y a des Blancs qui ont un problème avec ça. Ben, je peux le concevoir parce qu'il y a des Blancs qui sont ouvertement, tu sais, et agressivement racistes. Donc, fait que toi, ils doivent pas tu être... peux le concevoir, mais t'étais aucunement, t'étais pas aware que c'était comme un truc genre si toi t'es un gars noir, tu sors avec une fille blanche, tu te demandes si son père est raciste ou pas. Genre. J'ai vu une vidéo un jour, là, il y a quelques mois, sur Reddit, je pense, où c'était une femme noire qui sortait avec un homme blanc et qui se faisait engueuler au restaurant par un autre homme noir. Oui. Mais je me suis dit, bon. Ouais. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Ben, je sais pas de quoi tu parles, mais je sais de quoi tu parles. Ouais. Okay. Puis toi, tu savais pas qu'il y avait des Noirs qui avaient des limites par rapport à ça. Oui, il y en a, mais je pense qu'ils viennent juste pas du même endroit. OK. Je savais pas que c'était une conversation. Tu comprends? Même que c'était un sujet. Oui, okay. Exact. OK. Je pensais que c'était ponctuel. Et ta question, c'est quoi? Ben, ma question, c'est, tu sais, est-ce que tu as eu, quand tu as sorti avec des filles blanches, est-ce que tu as vécu une forme d'ostracisme? Je veux dire, moi, non. Parce que moi, je bouge à peu près comme le vent m'amène. I really don't care about people. C'est pas une nouvelle chose. OK? Fait que, il y a longtemps, je parlais de Natalia en début d'émission. OK? Maintenant, Natalia, c'est une fille blanche de 6 pieds 2. OK? Et j'avais été à New York avec elle. Oui, la coquerelle. La coquerelle, voilà. Puis, quand on est dans la rue, elle n'arrête pas de me dire, yo, tout le monde n'arrête pas de nous regarder. Puis, je suis comme, you are 6'2". Mais c'est une vraie chose. Genre, je sais pas pourquoi elle te regarde. Peut-être que c'est parce que c'est 6 pieds 2, mais j'avais comme un blind side par rapport à ça. Ça se trouve, il y a des gens qui voient un bel homme noir, puis qui sont comme, puis il y a des femmes qui sont possessives, il y a des femmes noires qui sont possessives de leur homme noir. T'sais. Même si c'est pas pour toi, c'est pour ma soeur, c'est pour ma cousine, mais il faut qu'on meure tout avant que tu choisisses d'aller dans ce sens-là. T'sais. Quelle est ta question? Au sens où, est-ce que s'il y a des gens qui aiment pas ça, oui. Est-ce que ça fait partie de la vie? Oui. Est-ce que c'est une vraie chose, comme une vraie conversion? Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes? Je vais commencer comme ça. Est-ce qu'il y a des hommes qui choisissent de ne pas sortir avec des femmes blanches parce qu'ils ont peur de la manière que la communauté va les regarder? Sûrement, mais pas beaucoup. Mais l'inverse est beaucoup plus vrai. Okay. Il y a beaucoup de femmes noires qui hésitent beaucoup moins, qui hésitent beaucoup plus à sortir avec des hommes blancs à cause du regard de la communauté. Ça, c'est une chose. OK. C'est mon point de vue, hein. J'ai pas de science là-dessus, mais c'est mon point de vue. Oui. OK. Fascinant. Mais le truc que tu m'as référé, là, Uncomfortable Questions, c'est très bien fait. Le gars est très charismatique. Là. Très intéressant. Il exprime très clairement dans la première vidéo, disons quand il parle d'une course, là, puis que
la personne a 200 mètres d'avance pour toi, sur toi. Quand je te parlais d'histoire plutôt que de tutoriel, c'est un peu ça, tu sais. OK. C'est très efficace. Ben, tu sais, je vais finir avec ça parce que tu me parlais des gens, puis il y a quelqu'un qui a dit de moi, qui est un compliment, qui est celui que j'ai adoré le plus dans ceux que j'ai entendu cette semaine, qui a dit « Ah, je suis un super bon vulgarisateur. » Puis moi, je suis un humoriste, c'est-à-dire je monte sur scène. Bon, déjà, je fais des lives là, depuis le début de la pandémie. Des fois, je suis seul à parler pendant presque 2 heures. C'est un métier, tu sais. Oui. C'est un métier qui se travaille. Je n'étais pas le même gars il y a un an avant ça. I'm better with time and I'll be even better every year that passes. Mais beaucoup des gens qui sont invités pour répondre à des questions très compliquées sont ni experts ni vulgarisateurs. Oui. Fait que tout ce qu'ils ont amené, c'est leur expérience. Puis là, tu dis à quelqu'un de s'approcher d'un sujet très complexe, puis tu ne donnes pas grand-chose, tu dis, vas-y, débrouille-toi. Mais ce que tu dis là est vrai, et c'est vrai de tous les invités, de tous les experts, de tous les intervenants qu'on invite. Moi, je connais des gens extrêmement connaissants sur un sujet, n'importe lequel, là, pense-y, là, mais qui n'ont pas de charisme, qui ont de la misère à l'expliquer. Tu peux être un prix Nobel, je ne vais pas te réinviter une deuxième fois parce que, Christy, tu vas m'ennuyer, tu vas ennuyer les gens qui nous écoutent. Donc, mais encore faut-il que, tu sais, des personnes comme toi, il faut qu'on les invite. Tu comprends? Écoute, en espérant qu'on se voit bientôt, il y a une dernière question qui a été posée, je veux te la poser. Sortirais-tu toi, avec une femme noire, Patrick? Qu'est-ce qui te dit que j'ai jamais sorti qu'une femme noire? Ben, peut-être ça fait partie de la question. As-tu quelque chose à nous dire? Ben, oui, j'ai déjà fréquenté une femme métisse. Et tu sais, la réponse est absolument rien contre, là. Au contraire. Mais je sais pas, parce qu'il y a des gens, puis après, la beauté est dans les yeux de celui qui la voit, mais il y a des gens qui, ouais, tu sais, il y a des hommes noirs qui vont dire les femmes blanches, je ne les désire pas, comme il y a des hommes blancs qui vont dire les femmes noires, je ne les désire pas. Je suppose que la question serait plus claire comme ça. Est-ce que tu es quelqu'un, est-ce que tes yeux ont de l'amour pour les femmes noires? Oui, absolument. C'est arrivé dans le passé, puis bon, pourquoi pas dans l'avenir, mais là, je suis bien casé, là. Fait que pour l'instant, la question ne se pose pas, là. Mets-moi pas dans le pétrin, là. Patrick, il n'y a pas de souci. Mais check tes DM. Hey, ça a été très le fun. As-tu quelque chose que tu veux dire avant de quitter, Patrick? Je te remercie déjà d'être venu. Ben, écoute, merci à toi. Merci de m'avoir écrit pour qu'on ait une conversation. Merci à tous les gens qui ont posé des questions. Puis écoute, je vais finir comme ça. C'est en se parlant qu'on se comprend. À la prochaine. Bye, on se voit dimanche. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Vous savez déjà. Love you guys. See you soon.